Ravi de vous retrouver dans ce 18-22 de Gabon 24. Bienvenue si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez. L'actualité ce soir dans le Komanda, d'abord en ouverture avec la livraison ce jour d'un bâtiment flambant neuf pour agents des eaux et forêts. Il s'agit d'une brigade de contrôle de produits forestiers inaugurée ce mercredi en Toum par Emmanuel Issoza-Ngondé, le Premier ministre, chef du gouvernement. Alexandre Nkoro était de la cérémonie. La lutte contre l'exploitation illégale des produits forestiers, désormais concrète. Avec l'inauguration ce mercredi 26 juillet d'une brigade de contrôle des produits forestiers par le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Issoza-Ngondé en compagnie des membres du gouvernement. Située à 30 km de Libreville, à Okolassi, sur la Nationale 1, cette brigade vient réaffirmer la volonté du gouvernement de diversifier l'économie gabonaise à travers des produits issus de la forêt. Les infrastructures modernes que nous inaugurons aujourd'hui, j'en suis convaincu, vont permettre aux agents commis aux missions de contrôle des produits forestiers, ici à Kontang, de se loger et d'exercer les activités qui leur sont dévolues dans des conditions agréables et dans des conditions saines. Pour le ministre de l'économie forestière Estelle Londo, cet outil permettra de mieux contrôler les flux des produits forestiers venant de l'intérieur du pays et d'avoir leur traçabilité. L'objectif final étant notamment la lutte contre l'exploitation forestière illégale, la réponse aux exigences en matière de traçabilité de nos produits forestiers et la tenue des statistiques fiables. Financé par la Banque mondiale, cet édifice construit sur une superficie de 300 mètres carrés comprend des bureaux, des lieux d'aisance, une salle de réunion, un hall entièrement équipé et des logements pour le personnel pour un coût total de 199 569 000 francs CFA. Autre lieu, autre projet en cours de réalisation, celui de la route de Port-Gentil-Omboué, longue de 93 km. La province de l'Ogooué-Maritime se dote bientôt d'une infrastructure de taille. Construite sur une zone lagunaire, le rêve du chef de l'État devient progressivement une réalité. Le gouverneur de province l'a constaté avec lui, notre correspondant sur place, Igor Nanga. Nous sommes à un peu plus de 40 km de Port-Gentil en allant vers Omboué. L'aise de circuler ne peut que faire saliver. Le chantier tant attendu prend chaque jour un peu plus forme. Le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, ici en mission express de contrôle, ne cache ni sa stupéfaction face au spectacle de l'œuvre humaine qui défie la nature sauvage et encore moins son satisfecit. Et sur la couche de roulement, on peut déjà circuler? Oui, après on pourra circuler sur la couche de roulement. Donc cette couche-là, elle est là plus pour supporter mécaniquement les poids des camions qui vont passer dessus. Donc là, on a déjà fait à peu près 12 km, puisqu'on commence au PK 18 525. Et ici, nous sommes dans les PK 29, PK 30. Donc l'avancement conforme au planning pour l'instant. Des indications qui rassurent quant à l'évolution du chantier qui, en raccordant les départements de Bendjé et des Timboué, ouvrira la province de l'Ogooué-Maritime et Port-Gentil enclavé au reste du Gabon par voie terrestre. Près de 96 km, dont 9,432 de ponts pour aisément franchir l'Ogooué et la lagune Nkomi. Les aspects d'un ouvrage riche en opportunités. Le transport des personnes et des passagers, des activités comme le tourisme, le commerce, l'accessibilité des populations aux centres de santé, de créer des emplois. C'est vous dire que c'est un chantier qui est très important parce que c'est le plus grand chantier après le chemin de fer transgabonais. Une séance de débriefing ponctuera cette énième descente sur le terrain de l'autorité administrative de la 8e province de notre pays. La séance de travail lui aura permis de recueillir les préoccupations de l'exécutant chinois CRBC. La route Port-Gentil-Omboué est physiquement réalisée à 75%. Coup d'envoi ce mercredi d'un séminaire de renforcement des capacités des acteurs chargés de la mise en œuvre de la politique de l'égalité des chances. Placé sous le thème « Égalité des chances pour un développement social inclusif », les travaux de ce rendez-vous ont été ouverts par le Premier ministre, chef du gouvernement. Reportage. La politique de l'égalité des chances désormais enseignée à une meilleure interprétation à ses acteurs. En présence du Premier ministre, chef du gouvernement, le séminaire de renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre de la politique de l'égalité des chances s'est ouvert ce mercredi à Libreville. Cet atelier qui vise à vulgariser davantage les actions déjà entreprises par le gouvernement gabonais est également reconnu à juste titre par les partenaires au développement de l'État. Le plaidoyer qui a abouti à l'engagement des plus hautes autorités en faveur des populations les plus vulnérables que sont les enfants, notamment dans le cadre de l'adoption du Code de l'enfant. Ces résultats illustrent l'importance de l'équité, c'est-à-dire de l'égale opportunité des chances
d'accéder à des services sociaux de base de qualité, de l'égale opportunité pour chaque enfant, de survivre et de s'épanouir. Le ministre en charge de ce département ministériel a rappelé les enjeux du présent séminaire afin de réduire davantage les inégalités qui minent encore la société. Vous allez être édifiés sur les questions de l'égalité des chances ainsi que sur les politiques publiques mises en place par le gouvernement en la matière. Je vous invite à maîtriser ces notions ainsi que les méthodologies nécessaires au suivi et à l'évaluation de ces politiques publiques. Levier essentiel des politiques publiques, le Premier ministre, dans son allocution d'ouverture, n'a pas manqué de rappeler les principes de ce séminaire pour promouvoir un peu plus le mérite. Les rencontres qui s'ouvrent aujourd'hui sont la matérialisation du refus par le gouvernement que le statut social d'un Gabonais soit prédéterminé par son origine ethnique, géographique ou encore religieuse. Placé sous le thème Égalité des chances pour un développement social inclusif, au terme de ces 2 jours de séminaire, les participants seront à mesure de mieux comprendre, interpréter et faire appliquer ce concept. Le reportage de Kenny Ongueru nous amène tout justement à parler d'un cas pratique d'une égalité de chance en perspective. Le régime de sécurité sociale dénommé Régime des travailleurs mobiles indépendants, RTMI, désormais une réalité, la réforme de la Caisse nationale de sécurité sociale prend en charge les travailleurs n'ayant pas de bulletin de salaire. Ces citoyens, a priori économiquement faibles, pourront désormais préparer leur retraite en cotisant tout simplement à la CNSS. Et cela vaut une campagne de promotion dans les espaces publics. Muriel Noyene, Joël Tato. La Caisse nationale de sécurité sociale innove. Grâce au Code de protection sociale en vigueur au Gabon, elle vient de mettre en place le nouveau régime des travailleurs mobiles et indépendants, une formule qui permettra aux acteurs économiques travaillant à leur propre compte de pouvoir préparer leur retraite en cotisant à la CNSS et bénéficier à terme d'une protection sociale spécifique. Le marché Momboué a été le point de départ de la campagne d'explication de ce nouveau régime. Dans ce régime-là, qui est un régime particulier, vous aurez aussi droit à la pension. Si vous cotisez un certain nombre d'années, comme ceux qui ont des bulletins de salaire, à la fin de votre vie, quand vous arrivez à la retraite, on vous donne une pension en fonction de ce que vous aurez cotisé. Toutes les étapes de souscription à ce régime ont été données, allant des modalités de versement, les pièces à fournir et tous les avantages y relatifs, de quoi réjouir les commerçants et autres travailleurs indépendants visiblement emballés. Aujourd'hui, les commerçants sont contents d'avoir ce système entre leurs mains et pouvoir cotiser de verser leur cotisation à tout moment à la CNSS et prendre la retraite. En tant que travailleurs indépendants, ça fait combien d'années que nous luttons pour ça? Parce que les travailleurs ont des bulletins de salaire. Ils sont pris en charge par leur société. Mais nous, en tant que travailleurs indépendants, nous sommes satisfaits. Nous imposons seulement que les hommes politiques ne s'y mêlent pas, qu'ils ne mettent pas les mains à la CNSS parce que la CNSS, ce n'est pas une banque. Le régime des travailleurs mobiles et indépendants est un programme gouvernemental ayant un objectif, celui de donner l'opportunité à toute catégorie de travailleurs gabonais de bénéficier d'une couverture sociale adéquate. Retour à Port-Gentil, la 47e promotion de l'École nationale de commerce prête pour le marché de l'emploi. Une cuvée et un major qui aura explosé toutes les dernières performances de l'établissement en obtenant son diplôme avec une moyenne annuelle de 15,66. On retrouve notre correspondant sur place. La sortie de la 47e promotion de l'École nationale de commerce de Port-Gentil a eu de l'effet normal. Parmi ces impétrants se trouve le major des majors de toutes les promotions qu'a connu l'ENC depuis sa création. Une sortie pour marquer un jour exceptionnel. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il restera mémorablement gravé dans nos esprits. Ce jour où nos mains recevront le précieux sésame, celui qui nous ouvre grandement les portes du monde professionnel auquel tout apprenant rêve d'accéder. La 47e promotion de l'ENC de Port-Gentil, baptisée promotion Pierre-Étienne Ndiaye, du nom du directeur général de la société gabonaise de raffinage, forte de vin impétrant et désormais sur le marché de l'emploi. Pour le parrain, c'était le lieu de susciter de la lucidité chez ses filleuls. L'obtention d'un parchemin
n'est pas une fin en soi. Au contraire, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres permettant votre passage à la vie professionnelle. Une cérémonie qui jouissait de la présence de quelques membres du gouvernement emmenés par Florentin Moussavou en charge de l'éducation nationale. Ce dernier a su contextualiser. L'éducation, on ne le dira jamais assez, est le socle du développement d'une nation. Une jeunesse bien éduquée, en effet, bien formée, est la meilleure garantie du devenir radieux de la nation gabonaise. C'est donc par chemin et présent du parrain en main que les 20 nouveaux diplômés de l'École nationale de commerce de Port-Gentil ont vécu ces instants de consécration. La politique n'est pas en reste dans cette édition d'information. L'Alliance démocratique et républicaine a mal à son unité. Le bateau ivre se défend d'avoir plusieurs capitaines. Le président de l'ADR, le seul, c'est donc Florentin Moussavou, martèle-t-il, point. Le patron du parti vient de diviser avec sa base à Port-Gentil. Suivez. Face aux militants et aux élus port-gentillais de l'ADER, Florentin Moussavou a brandi le devoir de clarification d'une situation qui pourrait ternir l'image de leur formation politique. Au cœur d'une bataille de leadership dévoilant 3 tendances d'un même parti, le président Moussavou situe plutôt l'Alliance démocratique et républicaine dans le temps de la justice. Le dossier de l'ADER est devant les juges. Il a été traité en première instance, puis nous avons été transférés en appel. Nous avons saisi, notre avocat s'est donc saisi de ces dossiers et a introduit un pourvoi en cassation. Donc nous sommes pour l'instant dans le temps judiciaire. Je voudrais le dire solennellement, de telle manière que tout le monde l'entende. Il n'y a pas, à mon niveau, la moindre volonté, la moindre capacité à traiter des dossiers qui sont entre les mains de la justice. Interrogé, le président de l'ADER a balayé d'un revers le déploiement de la 3e tendance en lice. Mais ce qui est établi, c'est que nous rejetons l'idée du tricéphalisme tel que vous l'annoncez. Nous rejetons également l'idée d'un bicéphalisme parce que nous nous revendiquons de la propriété de l'ADER. Dans toutes les décisions de justice, aussi bien celle en première instance que celle qui est attendue, j'espère, dans les heures qui viennent, il n'y a à aucun niveau, à aucun moment, la mention de M. Missanda. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a ADER 2 tendances. Une tendance Florentin Moussavou, majorité, une tendance Divong Dinding, opposition. Voilà ce que nous savons. En attendant donc le rendu des juges, Florentin Moussavou et ses militants affûtent leurs armes pour les prochaines joutes électorales. La présente rencontre a permis d'harmoniser les éléments de langage. Prenons à présent les nouvelles hors de nos frontières. On commence par la corne du continent. Les commerçants éthiopiens ont baissé des rideaux hier à Addis Abeba pour protester contre une hausse d'impôts sur les sociétés. Nouvelle étape d'un mouvement qui a débuté hors de la capitale éthiopienne. Le récit de Gabriel Ratanga. Les protestations ont débuté ce mois dans 2 agglomérations proches d'Addis Abeba après la réception d'avis d'impôts prévoyant des taxes jusqu'à 4 fois supérieures à celles des années précédentes selon les habitants des villes concernées. Le mouvement a gagné mardi le plus grand marché de la capitale Mercato où une minorité de boutiques est restée fermée. La grève survient alors que l'Éthiopie est toujours placée en état d'urgence après les grandes manifestations antigouvernementales de 2015-2016 qui ont fait près d'1 millier de morts et conduit à l'arrestation de quelques 11 000 personnes. Dans la ville d'Antini, près d'Addis Abeba, les boutiques sont restées fermées 3 jours la semaine dernière pour protester contre la hausse d'impôts, a rapporté un habitant. Des manifestants y ont défilé depuis un marché jusqu'à l'administration du district avant d'être repoussés par les forces de sécurité. Les grévistes ont reçu des menaces des policiers, a ajouté une source. Nous disons ce soir à Maramotso et à nos téléspectateurs du Rwanda, tout justement un pays qui prépare sa présidentielle pour le 4 août prochain. Le Rwanda a choisi d'axer sa stratégie touristique vers le luxe. Le pays des 1000 collines est célèbre pour sa politique de conservation des gorilles des montagnes. Alors le pays a décidé d'augmenter le prix du permis de 750 à 1500 $. Une stratégie risquée alors que les mêmes gorilles peuvent être visités en Ouganda et en République démocratique du Congo. Larissa Matsumo. Au fin fond des forêts luxuriantes du nord-ouest du Rwanda, dominées par d'irréels volcans, jouant à cache-cache avec la brume, la rencontre d'Ernaldo Zuniga avec les gorilles des montagnes a été quasi spirituelle.
Les grands singes menacés d'extinction sont l'unique raison l'ayant poussé lui et sa famille à faire escale au pays des 1000 collines avant de poursuivre leurs vacances au Kenya et en Afrique du Sud. Mais les autorités rwandaises n'entendent plus se contenter de leur principale attraction touristique. Elles veulent diversifier leur offre tout en se concentrant sur le marché de niche du haut de gamme. Notre stratégie est de développer un marché touristique de luxe parce que notre tourisme repose principalement sur les ressources naturelles et nous prenons très au sérieux la conservation de nos ressources naturelles. Donc, lorsque vous venez voir les gorilles, cela vous coûte $1 500 et l'idée derrière est l'expérience exclusive. Et pour protéger les ressources naturelles, on ne peut donc pas accueillir tout le monde. Le tourisme de luxe, aux marges élevées et à l'impact réduit sur l'environnement, a fait ses preuves notamment au Botswana ou au Bhoutan. Les permis de visite aux gorilles sont bien moins chers en RDC et en Ouganda, mais les autorités rwandaises mettent en avant les atouts du pays. Le défi de la concurrence n'est toutefois pas le seul que le Rwanda entend relever. Il s'agit également de convaincre les touristes de rester au-delà des 4 jours qu'ils passent en moyenne dans le pays. Le temps d'un trek dans les montagnes auquel s'ajoute parfois une visite au mémorial du génocide à Kigali. À côté du Rwanda se trouve justement la RDC. Les médecins congolais sont en grève avec un service minimum entamé dans les hôpitaux publics de la capitale Kinshasa. Ceci pour interpeller les autorités sur la baisse de leur pouvoir d'achat sur fond de chute du franc congolais. Gabriel Ratanga. Les médecins ont perdu plus de la moitié de leur pouvoir d'achat. On demande le réajustement, de prime de salaire au niveau du taux en dollars, de 174 500 comme convenu avec le gouvernement. Un service minimum est néanmoins assuré pour une frange de malades qui nécessitent de soins intenses. Comme le syndicat l'a annoncé, effectivement, le corps médical est en grève, mais néanmoins, nous tenons à rassurer la population que le service minimum marche, c'est-à-dire tous les départements ont établi l'horaire des personnes qui travaillent pour assurer les urgences dans tout l'hôpital. Cet appel à la grève a été diversement suivi dans les hôpitaux du reste du pays. On nous soigne, mais il faut avoir l'argent. Pas un $10, mais $5. Il faut avoir, par exemple, il faut avoir au moins $15 le matin et $15 le soir. Le franc congolais a perdu plus de 55% de sa valeur depuis le début de l'année par rapport au dollar, aggravant la situation sociale d'une population majoritairement pauvre dans la mégapole de Kinshasa et l'ensemble du pays. Nous quittons la grève des blouses blanches au Congo-Kinshasa pour le Nigeria. Environ 500 jeunes de ce pays ont défilé en direction de l'Assemblée nationale dans la capitale Abuja pour appeler les parlementaires à abaisser l'âge minimum pour exercer des fonctions politiques en marge d'un débat à ce sujet au Parlement. Gabriel Ratanga. Ces manifestants portant des t-shirts blancs et brandissant des pancartes « Pas trop jeunes pour gouverner » ont défilé sur 2 kilomètres en direction de l'Assemblée où des propositions d'abaissement de ces limites d'âge étaient débattues mardi. Au Nigeria, vous ne pouvez pas candidater à la présidence si vous avez moins de 40 ans. Vous ne pouvez pas être membre de la haute législature si vous avez moins de 35 ans, ou le Sénat si vous avez moins de 35 ans, ou dans la Chambre des représentants si vous avez moins de 30 ans. Ce qui signifie que dans un pays où la moyenne d'âge est de 19 ans, la plupart de nos jeunes sont exclus des postes à responsabilité et de la participation au gouvernement. Selon la constitution nigériane datant de 1999, le président doit être âgé au minimum de 40 ans alors que les sénateurs et les gouverneurs d'État doivent avoir au minimum 35 ans. Mais ces limitations sont jugées injustes dans ce pays le plus peuplé d'Afrique où la majorité des votants, 55,4%, est âgée de 18 à 35 ans. Les manifestants ont annoncé avoir prévu de faire un sitting à l'extérieur de l'Assemblée jusqu'à ce que les parlementaires votent des amendements en ce sens. L'actualité dans le monde commence par la France ce soir. Le président français Emmanuel Macron, son Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb se sont rendus aujourd'hui à Saint-Étienne-de-Rouvray, près de Rouen, pour la cérémonie en hommage au père Jacques Hamel, égorgé par 2 djihadistes il y a de cela 1 an dans son église. Jamila Mbegman. La France rend hommage mercredi au père Jacques Hamel, égorgé par 2 djihadistes il y a 1 an dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen,
Un acte qui avait bouleversé le pays, de nouveau secoué par le terrorisme 12 jours après l'attentat de Nice. Le visage de Jacques Hamel est devenu le visage de ceux qui, en nous, refusent cette culture de mort et ce terrorisme arrogant. Le sourire de Jacques Hamel est devenu ce sourire de résistance, celui de l'humanisme qui se tient droit face à l'obscurantisme. En présence du président Emmanuel Macron, arrivé juste avant la messe, dans des conditions très strictes de sécurité, du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, la cérémonie célébrée par l'archevêque de Rouen Dominique Lebrun a débuté par un long silence à 9h précises, heure à laquelle le prêtre octogénaire avait commencé à dire sa messe le 26 juillet 2016 devant 5 personnes. La République n'a pas à combattre une religion, ni à vouloir se substituer à elle. Elle œuvre chaque jour à ce que chacun puisse croire ou pas, dans l'intensité et l'intimité de sa foi, en homme libre. Plusieurs centaines de personnes ont aussi assisté à l'office retransmis sur un écran géant à l'extérieur de la petite église. Des représentants normands du Conseil français du culte musulman ont également fait le déplacement, de même que 14 membres de la famille de Jacques Hamel. À l'église où on parle tout justement d'abus sexuels, tout simplement dommage, le cardinal Georges Pell, ça se passe en Australie, numéro 3 du Vatican, qui s'est présenté aujourd'hui pour sa première comparution devant les juges de Melbourne pour des soupçons d'agression sexuelle, plaidera non coupable. Larissa Massoumon. Le cardinal australien George Pell, numéro 3 du Vatican, a rejeté mercredi les accusations d'agression sexuelle dont il est l'objet lors de sa première audition devant un tribunal de Melbourne. La mine sombre et la lueur frêle, le cardinal a assisté mercredi à l'audience avec son avocat, le ténor Robert Richter, qui a déclaré au tribunal que son client était innocent, et ce même si on ne lui demandait pas à ce stade de la procédure de plaider coupable ou non coupable. Le responsable des finances du Vatican avait été inculpé fin juin pour des délits d'agression sexuelle ancienne, selon la police australienne, qui a fait état de nombreux plaignants, mais n'avait livré aucune précision sur les faits supposés ni l'âge des victimes présumées. Nous sommes ici pour soutenir les victimes qui ont attendu 50 ans pour que quelqu'un les entende. Nous avons assisté à la réunion de la commission royale et entendu le témoignage de Georges. Et nous continuons à suivre cela pour nos amis qui sont des victimes, mais qui seront appelés à témoigner. Nous assistons à cette affaire pour voir justice rendue pour toutes les victimes. L'ecclésiastique avait été ordonné prêtre en 1966 à Rome, avant de revenir en Australie en 1971, où il avait gravi les échelons de la hiérarchie catholique. La hiérarchie de l'Église australienne s'est portée au secours de son plus éminent représentant, présentant le cardinal comme un homme on ne peut plus honnête. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a qualifié de grand pas le vote du Sénat américain hier pour ouvrir le débat sur l'abrogation d'Obamacare, un dossier qui divise la majorité républicaine depuis des mois. Miguel Mabika. C'était un grand pas, a affirmé le président Donald Trump au cours d'une conférence de presse mardi aux États-Unis en présence du Premier ministre libanais, Saad Hariri. Dans un communiqué publié plus tôt avant la conférence de presse, le président parlait même de pas de géant. Le numéro 1 américain en colère depuis des semaines contre l'incapacité de sa majorité à tenir sa promesse faite depuis 7 ans d'annuler et remplacer la couverture de santé mise en place par le président Barack Obama. La proposition sur la réforme de santé vient d'être adoptée et nous pouvons maintenant développer un bon système de santé pour les Américains. Nous sommes impatients, c'est un grand pas. Je veux remercier le sénateur John McCain, un homme très courageux. Il a fait un voyage difficile pour venir voter. Nous voulons donc le remercier, ainsi que l'ensemble des républicains. Nous l'avons adopté sans un seul vote démocrate. Il a regretté que 2 sénateurs modérés républicains aient voté non avec l'ensemble de leurs 48 collègues démocrates, forçant le vice-président Mike Pence à peser dans la balance pour ouvrir une courte victoire à la majorité et au président. Pour l'heure, et malgré des mois d'efforts, les républicains se sont montrés incapables de réunir leur aile ultra-conservatrice et les modérés sur un même texte.
On parle de sport à présent. Football espagnol, Gérard Piqué persiste ses signes. Le défenseur du FC Barcelone s'est dit convaincu hier que son coéquipier Neymar, dont le potentiel transfert, record au Paris Saint-Germain, tourne au feuilleton estival, ne quittera pas la Catalogne. Jamila Mengman. 2 jours après avoir publié une photo sur son compte Instagram avec le capitaine de la Seleção, légendé d'un catégorique Sequeda, il reste. L'Espagnol Gérard Piqué a de nouveau douché les espoirs des supporters parisiens lors d'une conférence de presse à Landover, en banlieue de Washington, à la veille d'un match amical face à Manchester United. En aucun cas ce n'est officiel parce que premièrement ce n'est pas à moi de l'annoncer et deuxièmement celui qui doit communiquer c'est Neymar, mais c'est ce que j'aimerais et c'est ce que j'espère. Le joyau brésilien du Barça, Neymar, est convoité par le Paris Saint-Germain qui doit pour s'attacher ses services lever la clause libératoire astronomique de 222 millions d'euros et lui verser un salaire annuel de 30 millions d'euros, faisant de ce transfert le plus cher de l'histoire du football s'il était conclu. C'est une décision personnelle et beaucoup de choses se passent dans sa tête pour qu'il puisse prendre une décision. Selon lui, l'équation n'est pas une question d'argent pour le jeune attaquant brésilien de 25 ans. Au final, ce que j'essaie de faire, c'est d'exposer en tant que coéquipier et aussi en tant qu'ami la situation dans laquelle il est. C'est une situation tout à fait compréhensible. Neymar, auteur d'une excellente prestation lors du précédent match de préparation contre la Juventus Turin, victoire de Barcelone 2-1, reste muet, mais souffle le chaud et le froid. Et comme vous le savez, le FC Barcelone reste le meilleur club au monde. Voilà qui en fait des polémiques dans vos ménages ce soir. Et comme vous le savez, Abidjan accueille les 8e Jeux de la francophonie pour permettre aux tout petits d'y prendre part. Un espace leur a été entièrement dédié. On le redécouvre avec Junior Oka et R.E. Obian. Les Jeux de la francophonie ne sont pas seulement une affaire d'adultes. Pour permettre aux tout petits d'y prendre une part très active, un espace leur a été entièrement dédié. Il s'agit du centre aéré du Kiddy Center. Nous offrons là l'occasion aux enfants de pouvoir participer aux Jeux de la francophonie. Donc c'est un espace qu'on a ouvert qui est gratuit, dont l'accès est gratuit à tous les enfants d'Abidjan. On permet aux enfants de pouvoir vivre activement les Jeux. Donc là, on leur fait des enseignements sur la francophonie, on leur enseigne la culture de chez nous, on leur permet de faire des jeux éducatifs, des jeux de la pratique d'instruments, des contes, la danse, de la peinture, des activités de bricolage. Véritable tremplin aussi bien pour les parents que pour leur progéniture. Il accueille les enfants venus de tous les quartiers de la ville d'Abidjan, mais également ceux venus des pays participant à ces 8e Jeux. Ces enfants, ce sont les enfants des parents des Abidjanais, on va dire. C'est aussi les enfants d'un groupe qui est en collaboration avec Kiddy Center, je vais dire REFA. C'est aussi les enfants des partenaires, c'est vraiment tous les enfants. On va dire tous les enfants ivoiriens, tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les enfants qui sont venus dans le cadre des Jeux de la francophonie. Environ 300 enfants sont pris en charge chaque jour par le centre aéré du Kiddy Center dans le cadre de ces 8e Jeux de la francophonie. Gabon 24 au cœur des grands événements africains. Madame, monsieur, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Gabon 24.